merci de nous rejoindre pour cette conférence débat. Alors, c'est un tout autre format ce soir par rapport à celles et ceux qui avaient déjà assisté au webinaire précédent, puisque là, c'est un format beaucoup plus court, 45 minutes. C'est pour ça que on attend juste un tout petit peu avant de démarrer et on n'attend pas davantage les personnes qui ne sont pas encore connectées. Donc, c'est un format qui va permettre davantage de s'exprimer, conférence débat. Donc, on va lancer le sujet et nous aurons l'opportunité d'échanger un petit peu plus amplement encore que la dernière fois, même si le temps est plutôt bref. Alors, on ne va pas se présenter aussi longuement que la dernière fois. Donc, je m'appelle Stéphanie Ortiz. Pour la plupart d'entre vous, nous nous sommes vus lors du webinaire précédent. Donc, j'ai 20 ans d'expérience en prospective stratégique, 10 ans dans l'institution administrative, sécurité sociale, CCS, etc. Et 10 ans, presque 11 maintenant, en tant qu'indépendante consultante. François? Oui, alors, il y a quelqu'un là sur le chat qui demande à ce que les vidéos soient coupées parce que c'est très haché pour l'instant. Donc, si chacun peut couper sa vidéo, et puis je vous propose que quand quelqu'un prend la parole, il puisse ouvrir le son et la vidéo. Ça vous convient? Donc, François Rousseau, prospectiviste et expert en innovation sociale territoriale, et par ailleurs auteur d'un ouvrage paru récemment sur l'intégration de l'innovation dans les collectivités territoriales. Alors, j'ai le rôle particulièrement ingrat ce soir de gérer le temps. Donc, je vais essayer d'être gardienne de ce temps. Alors, cette démarche, donc, elle repose sur deux convictions qui sont deux convictions fortes. Alors, tout d'abord, par rapport à ce que nous voyons lors de cette crise, nous sommes particulièrement frappés de constater que nous appliquons malheureusement toujours des recettes. Et ce sont des recettes qui n'ont pas forcément fait leur preuve jusqu'à présent. Parmi les recettes en termes d'innovation auxquelles nous pensons notamment aux journées hackathon qui sont régulièrement organisées pour générer de l'innovation au sein des organisations, des entreprises comme des administrations. Et donc, ce que nous vous proposons dans le cadre des démarches que nous animons, c'est justement de dépasser cette dynamique de recettes. Alors, cette conférence s'inscrit dans le cadre d'un cycle de conférences débats. Donc, ces conférences, en fait, elles vont s'articuler de façon régulière. Nous allons développer plusieurs sujets et chaque semaine, nous allons donc nous réunir durant 45 minutes, si vous voulez bien, pour aborder différentes thématiques au cours de ce sujet sur l'innovation. Donc, le sommaire de notre webinaire aujourd'hui, c'est d'abord présenter le sujet, donc les ruptures nécessaires justement dans le cadre de ces démarches d'innovation et savoir innover dans un monde tourmenté. C'est une thématique qui a une forte dominante méthodologique à notre sens et nous allons nous en expliquer. Ensuite, nous allons laisser la parole à toi qui va intervenir sur un sujet que nous avons résumé de la façon suivante, de la littérature, c'est-à-dire ce que disent les ouvrages, les livres et les apports théoriques sur le sujet qui est le nôtre, à la méthodologie, et tout cela en passant par l'aspect retour de terrain. Et ensuite, nous aurons un large temps de débat et nous nous pencherons sur l'aspect suite à donner à cette démarche. Alors, première chose, je vous invite, je ne sais pas si vous savez comment cela fonctionne, je vous invite à regarder comment ça marche sur votre écran. Vous avez la possibilité de chatter avec nous et de partager vos réponses justement auprès de tous les participants de ce webinaire. Donc, on vous pose une première question et l'idée, c'est de répondre librement avec le chat. C'est d'après vous, quelles sont les conditions de réussite d'une démarche d'innovation?
Je vous invite à ouvrir votre chat. Oups, pour répondre. Alors, intelligence collective, répondre aux besoins, sortir du cadre. Alors, nous avons 3 participations. Nécessité de rupture et de bifurcation, la volonté d'entreprendre, avoir envie, oui, la motivation, avoir une perspective, tenir compte du contexte, faire de la production, analyse systémique de l'écosystème acteur, aller visiter d'autres disciplines, d'autres modes de pensée, oui, l'aspect transversal, tout à fait, faire du benchmarking, sortir du cadre. Avoir des alliés, important. Des sponsors, souvent on parle de sponsors dans les démarches de projet. Alors, avoir du courage, oui, c'est indispensable. Alors, on allait vous poser une deuxième question, mais je vois que vos réponses commencent. Mobiliser les différentes formes d'intelligence, oui. Vos réponses commencent à aborder le sujet des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Ça aurait pu être l'objet d'une deuxième question. Avoir une organisation apprenante, de savoir ce qui a déjà été fait, de s'ancrer dans le présent afin de voir l'avenir. De l'humilité, oui, beaucoup d'humilité. On en avait parlé lors du webinaire précédent, c'est vrai. Alors, François, peut-être que tu veux réagir à ces premières propositions Oui. ou compléter. En fait, réagir, je vais reprendre un peu, je vais me permettre de reprendre un peu la question. Finalement, on a mis à la base de ce webinaire, hein, enfin de cette conférence débat, savoir innover dans un monde tourmenté. Peut-être la première réaction, c'est que je trouve qu'il y a énormément d'ingrédients, hein, euh, qui sont tout à fait centraux pour pouvoir innover dans un monde tourmenté. Encore faudrait-il voir dans quel ordre, hein, on prend ces différents ingrédients et comment ça se hiérarchise, tout ça. Euh, euh, Peut-être, dans un premier temps, se poser la question de savoir si, s'il faut, comment dire, s'il faut innover dans un monde tourmenté. Si tu peux mettre la diapo qui suit, s'il te plaît. Est-ce qu'il faut innover dans un monde tourmenté? Si on se replonge dans l'histoire de l'innovation, ça ne va pas de soi, en fait. Puisque historiquement, il faut attendre à peu près le 19e siècle pour que l'innovation commence à avoir une connotation positive. L'innovation a longtemps eu une connotation négative. Dans l'Antiquité, l'innovation est perçue comme ce qui va remettre en cause l'ordre dans la cité. Il faut savoir qu'au XVIe siècle, par exemple, l'innovation a été interdite par Édouard VI d'Angleterre, tout simplement parce que si l'on innovait, on risquait d'être dans le désordre et la défiance.
l'innovation a une connotation très négative chez Machiavel. Machiavel nous explique dans Le Prince que l'innovation, ça a pour objet de donner l'impression d'un renouvellement d'un système politique afin de garder le pouvoir dans une période de trouble. Quant à Montaigne, il nous explique que rien ne presse un État que l'innovation, le changement donne seule forme à l'injustice et à la tyrannie. Et donc, en fait, il faut attendre le 19e siècle pour qu'en lien à une idéologie du progrès, on considère que l'innovation est quelque chose de positif. Et à partir du 19e siècle, on a le souci de raconter une histoire qui crée, une histoire où on a un avenir qui est tourné vers un progrès, un mieux-être. Et on assiste à partir de là à un développement réel des théories de l'innovation. Alors, voilà, moi je voulais déjà dire ça dans les propos introductifs, c'est-à-dire quelles sont les conditions de réussite pour innover. Il faut, en fait, la question de l'innovation pose très clairement la question de l'horizon du sens, pose la question très clairement de savoir ce qui nous met en dynamique, pose la question de savoir si nous faisons ou non communauté autour d'un destin commun. Je continue, tu veux qu'on fasse comment? Parce que tu me demandais si je voulais réagir. Et Oui, 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 tout à fait. donc, à partir de là, la réaction, elle tient en 3 points. Je vais essayer d'aller très vite. La réaction par rapport à tout ce qui s'est dit, c'est que, me semble-t-il, si l'on veut innover dans un monde tourmenté, il faut être attentif à minima sur 3 points. Le premier point, c'est le fait de se doter d'un horizon de sens. Se doter d'un horizon de sens. Dans la littérature, pour le coup, qui existe sur l'innovation, cet horizon de sens, il est à partir des années 90 dans le fait de répondre à des besoins non pris en compte. C'est la définition d'ailleurs que l'on trouve de l'innovation dans l'économie sociale, répondre à des besoins non pris en compte. Et il y a une forme finalement dans les démarches d'innovation, on pourrait dire de positivisme, consistant à croire que innover, eh bien, c'est observer ou écouter des besoins existants et à partir de là, trouver des réponses qui vont permettre, qui vont être en phase avec ces besoins, sous réserve qu'ils ne sont pas pris en compte. Je disais un positivisme un peu naïf, parce que quand on travaille sur la notion de besoin, on sait parfaitement que le besoin n'est qu'une pure construction sociale. Alors il y a des besoins issus de la nature, se vêtir, même pas se vêtir, manger, se reproduire, mais sinon la plupart des besoins sont issus de la vie sociale et donc c'est toujours en lien à un certain nombre de finalités, de normes, de conceptions de ce qui doit être, finalement qu'on se met à parler de besoins. Alors, moi, il me semble donc que si on veut innover dans un monde tourmenté, cet aspect, cette nécessité de redonner du sens est centrale. Mais il faut qu'on entende la notion de sens dans toutes ses dimensions. Le sens comme ce qui fait, je vais le faire à la canadienne, qu'on se sent bien, qu'il y a
comme dirait Damasio, une forme d'homéostasie. Ça a du sens au sens où ça m'apporte une sensation positive. Ça a du sens dans la mesure où ça va me donner une direction. Et puis, ça a du sens dans la mesure où, finalement, ça a de la signification au regard des valeurs qui sont les miennes, au regard des représentations qui sont les miennes. Alors, concrètement, quand on est sur le terrain, en fait, c'est un patient travail d'élaboration de ce sens. Un travail d'élaboration patient, c'est-à-dire par définition, tout sens est un sens dans un contexte donné, dans un contexte historique donné. La définition du sens suppose bien souvent un vrai travail d'analyse politique au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire d'analyser le fonctionnement d'une cité, d'une société, d'un point de vue global, hein, en prenant en compte l'ensemble des paramètres, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociétaux, qu'ils soient environnementaux. Construire un horizon de sens suppose de faire bouger les représentations, de dépasser des a priori. Alors, je vous ai mis, mais on y reviendra peut-être dans l'échange, tout un ensemble d'outils et de méthodes qu'on utilise hein, pour construire ces horizons de sens. On utilise ce qu'on appelle des matrices d'analyse systémique où on se demande, ceux qui font de la prospective le savent, finalement, le phénomène sur lequel on entend agir. On utilise des méthodes où on va construire des récits imaginaires. On peut utiliser des techniques plus artistiques ou esthétiques hein, qui relèvent de la composition. On peut utiliser des méthodes qui relèvent des scénarios exploratoires. Alors, ceci nous fait arriver sur un deuxième point, si on peut avoir la diapo qui suit. Je finis rapidement pour qu'on puisse échanger comme prévu. Pour moi, enfin, il me semble que dans un monde tourmenté, un point d'attention central, c'est l'articulation du court terme, du moyen terme et du long terme. Quand on creuse les fondamentaux, on s'aperçoit que l'innovation, c'est un processus de temps long. J'en ai parlé un tout petit peu la dernière fois, mais regardez dans le champ de l'innovation technologique, on regarde les travaux de Simondon, un processus d'innovation, il dure sur 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 50 ans. Je sais qu'il y a des militants de l'éducation populaire qui sont présents pour avoir contribué dans les années 90 à construire toutes les méthodologies de construction des projets éducatifs locaux. Il a fallu pratiquement 10 ans pour construire des références solides, pour mettre en œuvre des politiques éducatives locales. Et donc, l'innovation, ce n'est pas quelque chose qui se fait ponctuellement à un temps T, fondamentalement. L'innovation, c'est, je dirais, presque une autre manière de travailler, hein, où en permanence, on cherche à adapter les modes d'action, à prendre en compte des évolutions du contexte et où en permanence, on cherche à anticiper. De manière d'ailleurs très étrange, on ne trouve pas dans beaucoup de textes de référence sur l'innovation, dans les critères d'éligibilité d'actions innovantes, cette notion d'anticipation. Vous comprenez pourquoi j'insiste là-dessus, j'en ai déjà parlé un peu la dernière fois, mais pour le coup, innover sans anticiper, ça veut dire du même coup mettre au point des solutions
qui vont ne créer aucun effet d'entraînement, aucun effet transformateur. Alors, à nouveau, là-dessus, il y a des tas de méthodes sur lesquelles on peut s'appuyer. Je vous propose qu'on y revienne. En tout cas, j'aimerais moi vraiment insister sur l'importance du facteur temps dans la mise en œuvre de démarches d'innovation. Opérer un processus de transition écologique sur un territoire, c'est un processus d'innovation qui, sur un territoire, va prendre plusieurs années. Mettre en œuvre une politique éducative locale, c'est un processus qui, sur un territoire, va prendre plusieurs années. Et si on n'a pas cette dimension du temps dans la mise en œuvre de démarches d'innovation, d'une part, on aura tendance finalement à innover enfin, très ponctuellement, mais surtout, on ne se donnera pas les moyens d'agir sur l'ensemble des facteurs qui, sur un territoire, doivent être investis pour réellement faire bouger la situation. Et ça, on ne peut que si on a le facteur temps. Et puis, dernier point, et j'en finirai par ça, c'est, je crois, c'est dans un monde tourmenté, c'est la question des communautés d'action qui est une question centrale. Alors, certains d'entre vous ont parlé d'innovation collaborative, je crois. Et effectivement, on y insiste énormément dans la littérature. Moi, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est sur deux choses. D'abord, je suis toujours frappé quand j'accompagne des innovateurs sur les territoires de constater qu'il y a du défi. Je crois que certains d'entre vous ont parlé de volonté d'entreprendre. Il y a du défi, il y a aussi souvent du refus. Nous ne voulons pas de cela. Et très concrètement, on n'est pas foncièrement dans des démarches de faire pour. Quand on est dans des démarches d'innovation territoriale, on est beaucoup plus dans des démarches de faire avec. Je suis pour le coup extrêmement surpris aujourd'hui que beaucoup d'initiatives prises dans le cadre de la crise du coronavirus sont dans une logique de faire pour et assez peu de faire avec ceux en direction desquels ces actions entendent se mettre en œuvre. La deuxième chose sur laquelle, en fait, je voulais juste insister, c'est que je parle bien de communauté d'action. Je crois que la question de l'innovation interroge foncièrement nos méthodologies de projet. Nos méthodologies de projet, en France, elles sont de type 1, on conçoit, j'en ai un peu parlé à nouveau pendant le webinaire, 1, on conçoit, 2, on met en œuvre, 3, on évalue. Quand on regarde de près comment fonctionnent des communautés innovantes, je l'évoquais lors du webinaire, on est dans cette démarche d'innovation continue. Et un des éléments absolument central, au-delà du fait qu'il y ait des vraies logiques d'équipe, c'est ce qui touche à la circulation de l'information. Foncièrement, un territoire innovant, une organisation innovante, c'est un territoire informé. C'est une organisation informée, c'est un territoire où l'information circule, où elle est partagée, où il y a en fait une très grande autonomie de chacune des composantes du système qui permet précisément à ce territoire, à cette organisation, d'être en veille, d'être en anticipation, d'être résilient. Merci. Donc, on le voit, se doter d'un horizon de sens, avoir une innovation qui ne s'articule pas uniquement sur le court terme, et je dirais même le court-termisme, mais qui s'articule sur le court, le moyen et le long terme, voire le très long terme. Et il y a également cette capacitation et cet aspect innovation en continu
qui est une vraie dynamique finalement et qui constitue le faire avec et non pas le faire pour. Donc, à l'issue de ces, je dirais, de ces trois apports méthodologiques extrêmement riches, est-ce que vous avez des réactions? Quelles sont justement vos réactions à ce sujet? Est-ce que vous avez des compléments éventuellement à apporter? Est-ce que vous êtes d'accord, tout simplement? Je vous invite à prendre la parole librement, ne pas utiliser le texte et à échanger. Julia? Oui, j'ai une question. En fait, en t'entendant parler, François, du coup, ça me rend un peu perplexe parce que je me demande finalement, à force de définir l'innovation, je comprends de moins en moins ce que c'est. Je pense que c'est plutôt bon signe. Mais du coup, parce qu'on a souvent l'impression que l'innovation, c'est un espèce de surgissement à un moment T qui va permettre de. Et surtout là, on parle d'un contexte tourmenté, donc j'aimerais bien entendre un peu plus là-dessus, sur le contexte justement dans lequel on est, qui n'est pas un contexte habituel. Et en fait, je me dis finalement, pourquoi ce mot innovation et ce concept il existe alors que finalement ça pourrait être notre façon de fonctionner permanente, entre guillemets. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais du coup, pour moi, c'est un espèce de processus de boucle qui est hyper vertueux. Et du coup, d'inventer un concept pour ça, qu'on travaille qu'à des moments très précis, ça me paraît pas logique par rapport à ce que c'est en fait. Pour le coup, c'est vraiment pas logique de travailler, d'après moi, l'innovation de manière ponctuelle et de un temps précis. C'est-à-dire que foncièrement, moi je crois que l'innovation, foncièrement, c'est une capacité de ce qu'on appelle l'intelligence instrumentale, qui va consister à utiliser un matériau, une idée, une émotion, un symbole, une représentation pour répondre à un problème auquel le vivant, l'être humain, est confronté. Donc c'est un processus adaptatif. En fait, l'innovation, il se passe ceci dans mon environnement pour pouvoir être en phase avec cet environnement, voire être en phase avec moi-même, hein, pour retrouver, alors c'est Antonio Damasio, hein, je cite, pour retrouver une forme d'homéostasie, eh bien, l'intelligence va utiliser quelque chose qui n'était pas initialement prévu pour cela. Donc, c'est un processus permanent de créativité, d'adaptation. Et effectivement, dans les faits, c'est pas quelque chose qui devrait se faire ponctuellement ou, par exemple, dans les collectivités territoriales, qui ne devrait pas être travaillé au quotidien. Bon, après, il y a différents types d'innovation, hein, je n'ai pas trop développé. Il y a différents types d'innovation, on en recense quatre. On parle d'innovation incrémentale. Donc, l'innovation incrémentale, c'est le fait, dans une organisation, de changer une manière de faire, un processus, parce qu'on estime qu'on va gagner en performance, en justesse. Il y a ce qu'on appelle une innovation adjacente, où on va prendre en compte une évolution de l'environnement. Ce qui se passe dans le domaine du numérique, par exemple, dans les collectivités, c'est l'exemple même d'une innovation adjacente, hein, c'est-à-dire qu'on a les technologies du numérique qui se développent, et à partir de là, l'action publique qui change ses manières de faire parce qu'elle intègre
cette innovation technologique. On a ce qu'on appelle l'innovation de rupture. L'innovation de rupture, on a des manières de faire qui ne sont pas dans la suite de la manière dont on faisait jusqu'à présent. Et puis, on a ce qu'on appelle l'innovation radicale, quand on est sur un changement complet de modèle politique, de modèle économique, de paradigme. Aujourd'hui, si on est dans une approche prospective des évolutions en cours, il y a beaucoup de choses qui nous invitent à des innovations radicales. Je pense qu'on a besoin d'innovations radicales dans le domaine de nos politiques en direction des personnes âgées. On a besoin d'innovations radicales dans le champ de l'éducation, dans le champ de l'économie. Il y a vraiment tout un ensemble de domaines où c'est le modèle même qu'il faut réinterroger et faire bouger. Ça demande énormément de créativité, voire de combativité. Boris Cyrulnik a écrit un article à ce sujet cette semaine justement sur les nécessaires ruptures dans les dynamiques managériales à venir au sortir justement du déconfinement. Je dis pardon, du coup, j'ai une autre intervention à faire. Et du coup, si on reprend le sujet qui est innover dans un moment de tourmente, je ne sais plus ce que c'est exactement. C'est quoi la différence finalement? Est-ce que c'est une question justement de strate de temps qui ne serait pas la même ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte? J'imagine qu'il y a aussi tout un tas de parasites d'émotions, de réactions qui viennent aussi bouleverser un peu notre façon de penser et d'innover. Enfin, du coup, qu'est-ce que ça change selon toi? D'abord, je ne suis pas sûr que ça change tant de choses que ça. Parce que moi, ça fait 30 ans que je travaille auprès d'acteurs extrêmement tourmentés quand même, et désorientés. Vous savez, bien souvent, quand on accompagne l'innovation, on met un peu les choses à l'endroit. On remet un peu les choses à l'endroit, on explicite pourquoi on fait tout cela, on explicite les évolutions qui sont en cours, comment on pourrait s'y adapter. On essaye de faire en sorte que dans leur manière de faire, les acteurs aient plus de prise, d'une certaine manière, au regard des finalités qui sont les leurs sur leur environnement. Et puis, on les sécurise dans de nouvelles manières de faire. Moi, ce que je crois, mais là-dessus, enfin, comment dire, on va en parler par rapport au projet de webinaire qu'on avait annoncé pour début mai, parce que c'est le sujet sur lequel on aimerait construire avec vous le 7 mai. Moi, je crois que d'une part, ce qui change profondément, c'est qu'on a eu toute une partie de la population qui a été dans une situation de distanciation sociale, de recul, du même coup, et dans le même temps, toute une partie de la population qui a été dans une situation de grande souffrance, de grandes angoisses. Et donc, on va être à la fois dans une situation où tout un ensemble de personnes vont être porteurs d'espoir et tout un ensemble de personnes vont être extrêmement fragilisées. Donc, moi, je crois à partir de là que la question qui nous est posée peut sembler un peu contradictoire. C'est à la fois
il s'agit de se déconfiner, mais pour construire un autre monde. C'est-à-dire que je crois que ce sont des vraies contradictions qu'il s'agit maintenant de mettre sur la table, d'expliciter et pour le coup d'arriver, je parle sur les territoires hein, notamment, d'arriver sur les territoires à faire en sorte qu'il y ait des dynamiques, ça peut sembler fleur bleue, mais positives, constructives, avec bien le sentiment qu'on n'est pas à nouveau sur l'histoire d'avant, qui était aussi une histoire où tout semblait aller vers le pire. Donc, voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu à ta question, mais je pense que ça mérite d'être complété par d'autres réactions. Je peux bien réagir également sur cette question parce qu'on n'a pas effectivement tellement questionné qu'est-ce que c'est la tourmente et est-ce que ça crée pas des opportunités aussi. Alors certes, ça peut être un moment de repli sur soi ou sur des idées, mais ça peut aussi être un moment d'opportunité parce qu'il y a une remise en question profonde des croyances que sont la mondialisation, que sont la croissance infinie, etc. Ça déverrouille aussi des représentations du monde et du coup, ça laisse de la place et de la place à une nouvelle représentation, justement. Et là, bon, ce confinement nous donne aussi plus de temps pour phosphorer, pour sortir de notre routine, de notre quotidien, et du coup, pour aller explorer des nouveaux champs, des nouveaux secteurs de pensée. Et puis, je pense que ça crée aussi une forme de cohésion nationale. Alors là, c'est peut-être un peu utopiste, mais mine de rien, le fait d'être plongés tous ensemble dans dans une même situation où en fait on vit tous un grand moment, même si on ne le vit pas tous de la même manière. Et je crois que ça redonne aussi l'espoir du fameux grand soir qui est attendu par tous les écologistes dont je fais partie depuis longtemps, à savoir voilà, ce moment peut-être de bascule en fait, qui pourrait être, qui est à espérer, mais en tout cas, je pense que c'est fertile. Et je pense que ce tourment, cette période tourmentée, elle peut être aussi fertile et envisagée comme une opportunité pour l'innovation. Je pense qu'il y a un fil conducteur dans ce que vous avez dit. Ça vaudrait sans doute le coup que vers le 11 mai, on ait une analyse la plus fine possible des menaces et des opportunités. Ça redistribue sans doute les cartes sur les menaces et les opportunités. Et ça redistribue sans doute le regard que l'on en a. Je suis un peu plus sceptique sur l'aspect de la cohésion nationale, sincèrement. Je suis plus sceptique parce qu'il y a vraiment énormément de diversité en fonction des milieux, des territoires, des catégories sociales dans ce qu'il est vécu et ce qu'il est possible de vivre pendant cette phase du confinement. Il n'y a pas d'autres réactions. Je vois que l'heure tourne, ça passe extrêmement vite. Il nous reste 2 minutes. Merci pour ces échanges. Je vous propose qu'on regarde ce qui nous attend pour nos prochaines rencontres. Donc, François, peut-être que tu veux parler du webinaire du 7 mai? Oui, peut-être juste en réexpliquant
je dirais, les différentes opérations qu'on met en place. On est apprenants, hein, nous aussi, là-dessus. Nous avons fait un webinaire que nous avions fait porter sur l'idée de construire une communauté interdisciplinaire de personnes intéressées par l'innovation. Et on s'est quitté la dernière fois en se disant pourquoi pas continuer la réflexion, mais en allant sur quelque chose de concret. On va travailler à rendre ça encore plus concret, mais ce que l'on vous propose, c'est que le webinaire qui est prévu le 7 mai de 16h à 17h30 nous permette de construire ensemble une réflexion, des préconisations sur la manière dont pourrait se faire le déconfinement sur les territoires pour que ce déconfinement se traduise par la construction d'un monde meilleur et des initiatives concrètes qui pourraient être mises en œuvre, prises sur les territoires. On se posait l'autre jour avec Jean-Luc Léger, qui est avec nous, des questions, par exemple, sur la place des conseils citoyens dans le déconfinement. On peut se poser évidemment des questions dans le domaine éducatif, la manière dont les collectivités vont travailler ce déconfinement avec les habitants, la manière dont on va pouvoir capitaliser sur les initiatives solidaires qui ont pu être prises, la manière dont on va garantir une égalité de traitement. Voilà, il y a un certain nombre de sujets parce que, enfin, avec l'intention que enfin, c'est une chose de rêver, de se dire tiens, il y a cette crise du coronavirus, ça aide à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Maintenant, nous allons construire une autre société. Et ça, c'est un type de réflexion. Et je crois qu'il y a un autre niveau de réflexion qui est vraiment une démarche d'innovation. C'est bien de se centrer sur la question du comment. Comment, concrètement, on opère cela sur les territoires. Et puis, d'autre part, la poursuite du cycle de conférences débats. Donc ça, c'est tous les mardis à partir de 16h30 avec l'intention la prochaine fois de parler de l'innovation comme construction culturelle. On l'avait à peine esquissé lors du webinaire hein, et il s'agirait d'approfondir cette question de fond et cette question méthodologique. Très bien. Et le dernier point, donc un cycle de formation pour les référents innovation. On l'avait un petit peu évoqué la dernière fois. C'est un projet qui mûrit progressivement. Le programme est bâti. Voilà, ça sera certainement pour plus tard. Je vois que Raphaël Dauphren a mis dans la discussion, ce qui change, c'est qu'on a besoin de solutions nouvelles pour faire face à des problèmes inédits qui nécessitent une intelligence collective pour y répondre. Voilà, je voulais vous signaler cette contribution de Raphaël. Ouais, bah merci. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Merci.